Bonjour à tous. Les performances dont sont capables les athlètes olympiques forcent l'admiration. Nous le savons, tous ces hauts niveaux de performance ne sont pas le simple fait du hasard, et si la génétique est propice à un terrain favorable, le comportement des sportifs sera la clé de l'expression de capacités de performance hors du commun. Pour le dire autrement, des années de dur labeur, et bien plus encore, seront nécessaires afin de prendre place sur les marches des plus prestigieux podiums. Afin de tenir face aux doutes, aux échecs, à la souffrance et au temps, ces sportifs hors normes devront se doter d'une bonne dose de motivation, une motivation exceptionnelle. Mais lorsque nous évoquons la motivation, de quoi parlons-nous exactement ? Y a-t-il des moyens pour développer celle-ci ? Et si oui, comment y recourir ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je vais partager avec vous les éléments clés utilisés chez les athlètes de haut niveau afin d'obtenir une motivation sans faille. Si le sujet vous plaît, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le bouton j'aime afin que je puisse vous proposer à l'avenir davantage de contenu pratique sur les techniques de renforcement de la motivation. Ceci étant dit, passons à notre sujet du jour. D'un point de vue sémantique, le terme motivation est directement lié à la notion de mouvement. La motivation est donc ce qui nous pousse à agir. Partant de ce postulat, nous pourrions supposer que le manque d'action est le résultat d'un manque de motivation suffisante. Dans ce même contexte sémantique, afin d'amorcer un état de motivation solide, il nous faut recourir à un motif tout aussi solide. Ou si vous préférez, trouver les raisons qui nous poussent à agir. En cherchant du côté des émotions, nous pourrions avoir un début de réponse et tout du moins nous permettre d'identifier l'essence même de notre engagement. Pour ma part, je conseille toujours d'identifier avec précision l'émotion la plus forte qui alimente un objectif visé. À l'aide de questions très simples, nous avons la possibilité d'y voir un peu plus clair. En voici quelques exemples. La première question pourrait être « Pourquoi voulons-nous nous investir dans cette démarche ?» Ensuite, nous pourrions nous interroger sur les émotions. S'agit-il d'un objectif mu par la peur, l'envie, l'admiration ou la gratitude ? Il faut être conscient que ces 4 émotions vont permettre d'enclencher un certain état d'esprit à l'effort consenti. Au travers de ces émotions, nous voyons bien qu'il y a des ressorts fondamentaux bien différents. Lorsque la peur génère de la motivation, ce n'est pas la même chose que lorsque l'envie en est à l'origine. De même, lorsqu'il s'agit d'une motivation engendrée par l'admiration ou la gratitude. Cette différenciation nous montre combien la motivation est un état complexe, influencé par des facteurs multiples, aussi bien endogènes que exogènes. Il existe un autre facteur qui semble, aux yeux de certains auteurs, plus déterminant dans la capacité à entraîner un état majoré de motivation. Ce facteur, c'est le stress. Pour le psychologue américain Stephen Hopfl, la motivation serait un élan destiné à équilibrer le tandem ressources-contraintes. Selon Hopfl, toute menace sur les ressources d'un individu entraîne une réaction de stress, elle-même provoquant un élan pour le réduire grâce à la mise en place de différentes stratégies. Selon cette théorie, le stress pourrait donc être vu comme l'élément moteur de la motivation. À ce titre, le sport de compétition en est une illustration très représentative. La pratique sportive est conditionnée la plupart du temps, en dehors de toute douance ou génétique hors norme, par le fait d'augmenter ses capacités de performance initiale afin de se positionner comme un concurrent de taille au regard de celles produites par ses adversaires. Pour un sportif, l'augmentation de ses capacités de performance va nécessiter de mettre son organisme dans un état de stress suffisant afin de générer des adaptations adéquates permettant de répondre aux objectifs souhaités. Ces séquences de mise en état de stress contrôlé sont appelées dans le jargon sportif des unités d'entraînement. Ces séances d'entraînement devront donc être suffisamment nombreuses, qualitatives et cumulatives, obligeant ainsi le sportif à s'impliquer dans un engagement sans équivoque. Amener une contrainte pour obtenir une réponse adaptative représente le cheminement vers l'atteinte des objectifs. En sport, tout comme en management, il va savoir faire preuve de dosage et chercher en permanence l'optimum de contraintes afin d'éviter le trop comme le trop peu. Comme le soulignait fort justement Paracelse, médecin, philosophe et alchimiste, tout est poison, rien n'est poison, c'est juste la dose qui fait le poison. Sur ce point particulier, je pense faire dans le futur une vidéo sur la notion d'hormèse, qui peut être définie comme une adaptation positive
en réponse à une contrainte. Qui dit action sous contrainte dit recours à une forme ou une autre de motivation. Dans l'idéal, elle est intrinsèque, comme notamment le fait qu'elle soit liée au plaisir personnel de l'effort, mais dans la plupart des cas, cependant, elle est souvent extrinsèque et soutenue par des facteurs externes, comme par exemple se discipliner pour respecter le cadre imposé par l'entraîneur. La motivation ne devrait donc pas être perçue comme une étape uniquement préliminaire à l'action. Elle s'inscrit davantage dans une boucle dynamique qui va s'auto-alimenter. La motivation entraînant l'action qui elle-même réenclenche une impulsion de motivation, et ainsi de suite. Peu importe par quel élément nous entrons dans cette boucle, l'important est plutôt d'y entrer. Cette dynamique circulaire nous amène à un autre point important qui va directement impacter le niveau de motivation. Au regard de la quantité d'efforts qu'un athlète devra produire, il serait plus que bienvenu qu'il puisse également compter sur une certaine confiance dans son propre potentiel. Des études, comme celle de Albert Bandura, ont montré que les personnes présentant des niveaux élevés d'auto-efficacité, c'est-à-dire ayant une bonne stabilité émotionnelle, travaillent non seulement plus dur, mais sont également plus persévérants. Ils ont également un meilleur taux de réussite. Pour ce qui en est des émotions que j'ai évoquées plus tôt dans la vidéo, à savoir la peur, l'envie, l'admiration et la gratitude, nous pouvons maintenant nous rendre compte qu'elles ne sont donc pas seulement exhaustives et suffisantes pour avoir une pleine compréhension de la motivation. Nous pouvons notamment émettre l'hypothèse que certaines émotions secondaires ne sont en effet pas neutres. La fierté et le bonheur peuvent par exemple renforcer les croyances dans son autocapacité en cas de réussite. A l'inverse, la honte ou la tristesse peuvent apparaître et altérer ses croyances en cas de contre-performance par rapport aux objectifs fixés. La nécessité alors des apports exogènes susceptibles d'éviter un abaissement voire un effondrement de ses croyances dans son auto-efficacité me semble un élément important garantissant une stabilité émotionnelle pour accompagner les succès comme les échecs. La compréhension actuelle de la motivation est encore enrichie grâce à la théorie de l'autodétermination proposée par les chercheurs américains Richard Ryan et Edward Deci. Il s'agit ici de considérer la motivation non plus sur un plan linéaire unique, c'est-à-dire plus ou moins de motivation, mais comme une construction multifactorielle entraînant une modulation qui va décrire le niveau d'engagement. Ici, la motivation intrinsèque, comme l'intérêt, le plaisir obtenu par sa pratique, et la motivation extrinsèque, comme la pression sociale, la contrainte d'une tierce personne, vont agir par interdépendance et former une sorte de continuum de croissance constante comme une capacité d'auto-actualisation. Ce continuum peut varier d'une absence totale de motivation à une motivation intrinsèque considérée comme l'état d'excellence de l'autodétermination, en ce sens où l'engagement va générer du plaisir. Entre ces deux extrêmes, nous retrouvons des variabilités de l'engagement motivé par des éléments extérieurs, introjetés et intégrés. Les éléments introjetés s'apparentent à des notions d'utilité, alors que les éléments intégrés sont associés à des constats de bénéfices. Au regard du modèle de l'autodétermination, si nous prenons l'exemple du sportif de haut niveau, dans sa quête d'accroître constamment ses capacités de performance, il peut ainsi être considéré comme l'archétype de l'individu acteur de sa propre existence. Permettez-moi également de souligner la relation de cause et effet directe et incontestable entre la motivation et le travail acharné. Selon moi, il est difficile de prétendre être motivé si nous ne sommes pas en mesure de nous imposer un travail quotidien et acharné pour atteindre nos objectifs déclarés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous apportera des informations utiles que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne pour améliorer votre motivation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous pensez que celle-ci peut aider d'autres personnes. Portez-vous bien.